Je vais commencer par présenter les candidats. Ensuite, je vais faire un petit rappel de ce qu'est l'Union européenne, l'Union populaire républicaine, pourquoi nous voulons sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Parce que souvent, on imagine que nous voulons sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour se refermer sur nous-mêmes par xénophobie, principes réactionnaires, etc. Ce n'est absolument pas le cas et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi. Donc par ordre de circonscription, donc à ma gauche Charlène Brijard, donc qui est candidate pour la première circonscription, ensuite Henri Knof qui est candidat pour la deuxième circonscription, ensuite donc Bernard Perret qui représente Maëlys Le Gouern pour la troisième, je suis candidat pour la quatrième, Mathias Masclet donc, et Janine Le Breton pour la cinquième circonscription. Je vais me présenter très rapidement et puis je vais vous présenter l'Union populaire républicaine et ensuite vous expliquer pourquoi depuis le départ nous voulons sortir de l'Union européenne, nous ne voulons pas sortir de cette Europe, nous ne voulons pas sortir de ces traités, nous voulons sortir de l'Union européenne depuis le départ. Donc je m'appelle Mathias Masclet, je vous l'ai déjà dit, je suis professeur de judo au Sandre, je suis diplômé donc d'un master 2 de philosophie, option recherche, et je suis adhérent à l'UPR depuis 4 ans, délégué départemental depuis 3, et depuis un peu plus d'un an, je suis délégué régional pour Feu, la région Auvergne. Je vais commencer cette conférence publique sur une petite mise au point. On ne veut pas faire de chamaillerie politique ici. Notre but n'est pas d'aller assassiner tel ou tel candidat, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons regarder loin, nous voulons penser l'avenir de notre pays, réfléchir à comment trouver les conditions de la paix, les conditions de la prospérité et les conditions pour que la France puisse garder ce qui fait que nous l'aimons. La politique n'est pas l'actualité. Donc, ce serait vous mentir de dire que si vous allez voter pour un candidat de l'Union populaire républicaine, nous allons contrôler le gouvernement plus que quiconque. Ce serait aussi vous mentir parce que nous savons très bien que les directions européennes passeront. Parce que malgré des oppositions de façade entre les partis principaux, En Marche faisant maintenant partie de cette magnifique machine à entériner les directives européennes. Donc nous avons les Républicains, nous avons le Parti Socialiste et nous avons En Marche qui, avec des oppositions de façade, sur le fond, sur la question européenne, courberont tous l'échine. Nous le savons très bien, nous savons très bien que 70%, plus ou moins, on va dire entre 60 et 80% de nos lois sont des directives européennes transcrites en droit français. Ce qui nous pose une question, sommes-nous encore en démocratie? Nous, à l'Union populaire républicaine, la réponse est non. La réponse est la démocratie est devenue une démocratie de façade, une démocratie formelle, et nous sommes à l'Union populaire républicaine justement pour la rétablir. L'Union populaire républicaine a été fondée le 25 mars 2007 dans le but de faire sortir la France de l'Union européenne. On ne peut pas nous l'enlever, c'est écrit dans notre charte qui a été à la base du mouvement. Le premier jour du mouvement, il y avait une charte, et cette charte, donc cette association, donc les partis politiques sont une association, le 25 mars 2007, c'est le 50e anniversaire du traité de Rome, qui lance le début de la construction européenne. Nous récusons la construction européenne depuis le départ. Nous considérons que réunir des pays, réunir des peuples, réunir des nations avec des mêmes lois, toujours les mêmes lois pour des intérêts divergents, des mêmes lois pour des peuples divergents, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 9 pour comprendre que c'est contraire à la démocratie. Si les peuples veulent avoir leurs propres lois, des lois qui représentent leur socle anthropologique, culturel, social, leur économie propre, ces lois-là doivent appartenir à la nation, au peuple. Si un système supranational comme l'Union européenne choisit d'avoir les mêmes lois sur 28 pays aux intérêts complètement divergents,
il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'avoir un système qui bride toutes les démocraties locales, toutes les démocraties de chaque pays. La démocratie, en politique, c'est la cause des causes. Bien sûr, on peut aussi abdiquer la démocratie et dire « Allez, c'est terminé, c'était une belle expérience, fermez le banc ». Ce n'est pas notre point de vue. Donc la démocratie, c'est la cause des causes pour nous. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont, par exemple, très engagés dans les luttes sociales, d'autres très engagés dans des luttes écologiques, etc., etc. Le grand problème, c'est que si nous n'avons pas les manettes, si nous n'avons pas le pouvoir, nous irons de défaite en défaite. Alors, je tiens l'expression cause des causes du médecin grec Hippocrate, qui disait « Nous ne devons pas traiter les symptômes d'une maladie, nous ne devons pas non plus traiter les causes de ces symptômes, nous devons trouver la cause des causes, c'est-à-dire le problème originel à partir duquel tout découle. » Eh bien, l'Union populaire républicaine vous fait ce serment d'Hippocrate. Elle vous jure de tout faire pour tenter de sauver la démocratie et la nation française. Ce sont des synonymes, hein, nation française et démocratie. Et pour ce faire, elle ne cherchera pas à soigner les effets, mais elle s'attaquera à la cause des causes, c'est-à-dire au retour de la démocratie. Pour cela, il nous faut donc sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. La France veut sortir de l'Union, l'UPR veut faire sortir la France de l'Union populaire, de l'Union européenne, excusez-moi. Non pour mener notre pays à la ruine, au chaos ou à l'âge de pierre. Ce n'est pas dans notre intention, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, nous n'avons pas du tout envie de faire retourner la France à l'âge de pierre. Ni non plus pour devenir la Corée du Nord. On a honte de devoir le rappeler, mais 165 des 193 pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ne sont pas dans l'UE. Bientôt 166 avec la Grande-Bretagne qui va rejoindre le monde. Parmi ces pays se trouvent des puissances ascendantes. Donc nous avons des pays divers et variés. Certains sont des démocraties, d'autres non. Les socles anthropologiques du monde ne sont pas forcément les socles anthropologiques de l'Occident. Et aller bombarder tous ceux qui ne pensent pas comme nous n'est peut-être pas la solution. Donc nous sommes très heureux que les peuples du monde soient divers et variés. Rien ne nous écœurerait plus que de voir un monde avec McDonald's dans chaque capitale de chaque pays. Donc nous sommes vraiment très heureux que chaque peuple ait son socle anthropologique. Donc ces pays sont libres de choisir leur destin, que ce soit des démocraties ou que ce n'en soit pas. Nous voulons aussi bien faire comprendre que parmi les pays en très forte croissance économique, en fait que même pas parmi les pays en très forte croissance économique sont des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et si vous pouvez remarquer, les pays qui ne sont pas forcément en très forte croissance économique, mais qui vivent des véritables régénérations morales et politiques, vous voyez que ces pays non plus ne sont pas dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne empêche toute expérience politique à l'échelle des nations. Il ne nous reste plus que des miettes de décision, des débats sociétaux. Tout le reste est verrouillé. Donc en fait, ce que nous proposons en sortant de l'Union européenne, c'est que la France retourne à l'état normal des nations. L'état normal. L'Union populaire républicaine veut faire sortir la France de l'euro. Là aussi, on est désolé de vous le dire, mais ce n'est pas du tout pour voir une dévaluation du franc de 95% et avoir le grand plaisir de pouvoir aller acheter sa baguette de pain avec une brouette de billets. Parce que c'est exactement ce que la propagande nous explique. Toutes les institutions sérieuses, par exemple Natixis, nous expliquent qu'au grand maximum, il y aurait une dévaluation de 10%. Quand nous savons que l'euro s'est dévalué de 20% ces dernières années, mon Dieu, c'est effrayant. On a honte à devoir le rappeler, mais 174 des 193 pays du monde reconnus par l'Organisation des Nations Unies ne sont pas dans l'euro. Ils vivent très bien. Et maintenant, on va faire on va s'amuser à regarder un petit peu les taux de croissance de ces pays. Et on va essayer de voir la différence entre le dogme et la réalité. Vous prenez tous les pays de la zone euro.
donc les pays de l'Union européenne qui appartiennent à la zone euro. Leur taux de croissance est inférieur aux pays de l'Union européenne qui n'appartiennent pas à la zone euro. On nous avait pourtant dit que l'euro, ce serait la croissance, le plein emploi et les pâquerettes. Ensuite, on regarde les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro. Et bien, ces pays ont une croissance inférieure aux pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a un moment, il faut regarder les faits dans la vie. Il faut regarder ce qui se passe sur Terre. On oublie un petit peu les dogmes, la propagande médiatique, etc. Et on regarde les faits. Il en va de même pour les pays du monde. Alors bien sûr, pour les pays du monde, il est normal qu'un pays qui n'est pas développé, comme on dit dans notre vocabulaire hégémonique, qu'un pays qui n'est pas développé ait une croissance plus forte qu'un pays qui est développé. Évidemment. Il n'empêche que les pays qui se portent le mieux ne sont pas dans l'Union européenne et encore moins dans la zone euro. Alors de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on à longueur de journée lorsqu'on entend dans les médias principaux que si nous sortons de l'Union européenne, ce serait la catastrophe ? De qui s'est-on moqué lorsqu'on a expliqué que si les Anglais sortaient de l'Union européenne, nous verrions l'abomination de la désolation ? De qui s'est-on moqué ? Qu'est-ce que les médias font actuellement ? De la propagande ou de l'information ? Alors bien sûr, quand je parle des médias, je ne parle pas de tous les médias. Je vous parle des médias principaux qui sont tenus par une petite poignée de milliardaires. Nous aurons notre monnaie comme tous les pays du monde et nous n'aurons plus à subir les caprices de la BCE qui tente de réconcilier l'irréconciliable, c'est-à-dire 28 pays aux intérêts économiques radicalement différents. Nous ne pouvons pas dire que la BCE ne fait pas un bon travail. À l'impossible, nul n'est tenu. Si le travail est mauvais, c'est normal, c'est le choix à la base, le paradigme à la base qui est faux. L'UPR veut sortir de l'OTAN, veut faire sortir la France de l'OTAN. On a encore honte à devoir le rappeler, mais 165 sur 193 des pays du monde reconnus par l'Organisation des Nations Unies ne sont pas dans l'OTAN. 165 sur 193. Et pourtant, qu'est-ce qu'on entend dans nos grands médias principaux ? La communauté internationale. C'est-à-dire une toute petite parcelle du monde qui s'imagine être l'ONU, qui s'imagine devoir assurer la paix dans le monde, qui s'imagine devoir assurer la morale, l'ordre et la discipline dans le monde. 165 des 193 pays du monde n'appartiennent pas à l'OTAN. Et pourtant, l'OTAN aujourd'hui dicte sa loi et s'imagine pouvoir remplacer l'ONU. Les pays qui n'appartiennent pas à l'OTAN sont généralement beaucoup moins engagés dans des guerres que nous. La vérité, c'est que l'Europe est guerrière. Elle a connu 2 siècles particulièrement sanglants que nombre de volontés politiques ont tenté de mettre fin à ce conflit. Et ce conflit n'a pas du tout été réglé par des grands visionnaires, certains que l'on peut apprécier, d'autres moins. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Robert Schuman était un employé des services américains. Ça a été déclassifié par les documents de la CIA. Vous pouvez trouver ça sur un article dans le Daily Telegraph. Je viens de perdre son nom, je vous le redonnerai. L'Europe est guerrière. C'est dans son socle anthropologique et ce n'est absolument pas l'Union européenne, ce n'est absolument pas Robert Schuman qui en a fini avec la guerre. L'OTAN était une protection réelle de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de l'URSS. À cette époque-là, l'OTAN, nous pouvions le comprendre. Mais qu'est-ce qui a assuré la paix entre l'Amérique et l'URSS ? L'Union européenne ou la bombe A ? Nous savons tous que c'est la bombe atomique qui a glacé toutes les velléités guerrières entre les grandes puissances nucléaires. Est-ce que vous avez vu une puissance nucléaire faire la guerre à une autre ? Non, les guerres sont devenues froides, nous le savons tous, les guerres sont économiques. Maintenant, ce sont des guerres d'influence, parce que la bombe atomique est tellement calamiteuse que l'on ne se permet pas de jouer avec ça. L'OTAN, depuis qu'elle n'est plus menacée par le pacte de Varsovie, depuis la chute du mur de Berlin et l'explosion du monde soviétique, s'est transformée en une entreprise de domestication des peuples et des nations, une entreprise
néocoloniale et une entreprise dominatrice. Nous pouvons le voir avec la guerre du Kosovo dans les Balkans, qui a amené l'Occident toujours plus loin vers l'Est, jusqu'aux portes de la Russie. L'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne. Puis l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Ukraine, qui est une révolution colorée. Vous connaissez tous le discours de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État aux affaires américaines, qui explique à son ambassadeur ce qu'il faut mettre, qui il faut mettre au pouvoir après la révolution de Maïdan. Ce sont les services russes qui ont intercepté cette communication et nous avons exactement la preuve d'un complot. Est-ce que ça fait de nous des complotistes ? Nous avons la preuve d'un complot. Il est sur YouTube. Nous avons Victoria Nuland qui explique à son ambassadeur en Ukraine, voilà, il faut mettre telle personne au pouvoir, celle-là, écartez-la. Est-ce que cette vidéo n'existe pas ? On voudrait que cette vidéo n'existe pas. Donc, toutes ces guerres, maintenant on en est à des millions de morts. Et on nous explique que l'Europe, c'est la paix. Quasiment tous les pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN, quasiment tous les membres de l'OTAN dans l'Europe géographique sont membres de l'Union européenne. En fait, nous avons deux faces, une face militaire, une face politique et économique. Mais c'est la même pièce de monnaie. C'est celle de l'Empire occidental actuel. Juste une petite chose. Le seul pays d'Europe qui n'est pas engagé dans des guerres actuellement, c'est la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Tous les autres pays de l'Union européenne sont, via l'OTAN, engagés dans des guerres. Donc lorsqu'on nous dit que l'UPR est un parti d'extrême droite, comme ça a été fait dans la tribune Le Progrès au niveau national, ou lorsque l'on relaie des dépêches de l'AFP, où M. Rudi Reichstadt explique que François Asselineau est sans d'esprit, ce qui tranche considérablement avec tous les gens qui le suivent, où sommes-nous ? Où sommes-nous en France ? L'UPR veut rétablir la démocratie par la libération nationale. La nation, c'est le peuple au pouvoir. La souveraineté populaire, donc la démocratie. Nous ne voulons pas sortir de l'Union européenne par xénophobie. D'ailleurs, je me pose bien la question, quelle xénophobie vous voyez dans la sortie de l'Union européenne, vu que l'Union européenne, c'est le parfait club des membres blancs. Si nous étions xénophobes, on parlerait peut-être de l'Afrique, ou de l'Asie, ou de l'Amérique du Sud. À ce qu'il paraît, ils sont très dangereux. Non. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, nous voulons sortir d'un club de blancs pour nous réouvrir sur le monde. Soyons sérieux un peu, remettons les idées à leur place. La démocratie est un système qui limite le pouvoir des grands féodaux de notre époque, car les Français votent des représentants qui, constitutionnellement, sont censés les représenter. Je vous rappelle que ça a été sanctifié, c'est la mission sacrée des députés, ça a été sanctifié par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nation, ça veut dire peuple au pouvoir. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 3 de la DDHC. Ensuite, il y a aussi l'article 3 de notre Constitution, la 5e République, faite par le gouvernement de Charles de Gaulle. Article 3, donc, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage est toujours direct ou indirect, dans la condition prévue par la Constitution, il est toujours universel, égal et secret. Déjà, on peut voir que la démocratie qui s'exerce par voie de référendum en 2005 a été parfaitement piétinée par l'Union européenne. En 2005, nous avons voté non à la Constitution européenne. On nous l'a imposé en 2007 avec le traité de Lisbonne qui a été signé et ratifié en 2008, enfin signé en 2007, ratifié en 2008. C'est une trahison de la démocratie. Il n'y a pas d'autre mot. On peut dire oui, mais blablabla. Non. Si vous lisez ces articles, c'est notre Constitution, hein. C'est une trahison de la démocratie. Ensuite, je vais vous parler de deux grands crimes contre la démocratie qui ont eu lieu. La première s'appelle l'Union européenne, je vais vous en parler juste après. La
La deuxième est d'une bien plus grande banalité. Elle s'appelle la corruption des élites et la trahison de la démocratie. Ce sont tous ces candidats qui viennent nous expliquer qu'ils sont ici pour servir le peuple et qui en fait ne cherchent qu'à extorquer des voix, c'est-à-dire voler vos voix, voler votre volonté, voler votre pouvoir. Aussitôt élus, ils méprisent la volonté des Français et obéissent soit aux directives européennes, notamment au GOPE, grandes orientations de politique économique, soit aux féodalités économiques, ce qui revient au même. Elles ont la même volonté. Fort avec les faibles, faible avec les puissants. C'est une véritable trahison de la démocratie. Je ne cherche pas du tout à aller tacler tel ou tel candidat, mais je tiens vraiment à vous faire réfléchir sur ce qui est devenu le marketing en termes de démocratie, où on vole les voix du peuple, où on raconte tout et son contraire pour se faire élire. Nous sommes en train de massacrer ce qu'il y a de plus précieux, de plus sacré en France. Quant à l'UE, elle est antidémocratique et rétrograde. Elle enferme les peuples européens dans un carcan tragique. Je ne veux pas jouer de jeu de mots avec la tragédie grecque, mais en termes de tragédie grecque, on a vu ce que c'était. Et on a vu l'aspect inflexible de tous ces commissaires européens qui, devant des personnes sans abri, crevant de faim, se moquaient bien de savoir si ces gens allaient mourir de faim et dormir dehors, parce que sur leurs équations, il fallait que la Grèce rembourse. Est-ce de la démocratie ? L'UE a inscrit dans sa constitution inamovible, je parle du TUE et du TFUE, que l'on appelle généralement traité de Lisbonne. Sa constitution inamovible, pourquoi j'appelle ça une constitution inamovible ? Parce qu'il faut l'unanimité des 28 États membres pour changer un seul traité européen. L'unanimité, l'accord unanime des 28 États membres pour changer un traité. Donc tous ceux qui vous promettent une autre Europe sont des menteurs. Déjà, ils vous la promettent à vous, alors qu'il ferait mieux d'aller voir les pays baltes, la Hongrie, etc., etc., pour expliquer tout ça. On leur dirait, allez vous faire voir. C'est tout. On leur dirait, allez vous faire voir. Je vois des candidats, je suis effaré. Je suis effaré actuellement. Sébastien a pu le remarquer. On est allé voir la FNSEA. On a des candidats qui expliquent, oui, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Déjà, certaines choses ne sont même pas de l'ordre du pouvoir des députés. Et deuxièmement, ils ne connaissent absolument rien au carcan européen dans lequel on est. Mais ils volent nos voix. Donc, cette constitution est absolument inamovible. Et pourtant, les principes politiques et économiques de l'Union européenne sont inscrits dans la Constitution. Il n'y avait que l'URSS qui était capable de faire ça. L'URSS avait mis... L'URSS est une démocratie pure et parfaite dont le régime est socialiste, basé sur des grands principes de démocratie populaire, sauf si le peuple n'est pas d'accord. L'UE a été capable de faire la même chose. Heureusement, la comparaison s'arrête là parce qu'il n'y a bien heureusement pas de sang dans les rues dans l'Union européenne, pas de chars dans les rues dans l'Union européenne, et Dieu merci. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes encore là. L'économie dans les traités européens. Henri nous en parlera beaucoup mieux tout à l'heure. Mais cette économie est au service d'une oligarchie qui donne toutes les libertés possibles à cette oligarchie. Suppression des frontières économiques permettant de faire jouer la concurrence mondiale. Alors quand on vous parle de concurrence mondiale, c'est très simple. Quelqu'un qui travaille plus pour moins cher, c'est plus concurrent que quelqu'un qui travaille moins pour plus cher. Favorisant donc les délocalisations à tout va. Attention, quand on dit favorisant, c'est gentil, c'est un euphémisme, parce que la vérité, c'est que l'Union européenne interdit qu'on s'oppose aux délocalisations. Et interdit qu'on s'oppose au fait que nos marchandises produites par des enfants, produites par des personnes qui sont réduites quasiment au stade d'esclaves, je parle par exemple des Bangladais qui sont payés $70 du mois, on interdit que ces marchandises ne puissent pas revenir en France. Il est obligé, par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la France est obligée d'accepter ces marchandises. On se rapproche toujours plus de la traite négrière.
cette fois-ci en Asie. Donc, c'est très simple, hein. Si les Roumains acceptent de travailler plus longtemps pour moins cher, alors Renault devient Dacia. Et la France n'a pas son mot à dire. Alors M. Montebourg, qui était ministre du redressement productif, il était juste là pour faire semblant. Parce que les traités européens, de toute façon, sont supérieurs à toutes les lois nationales et aux capacités du gouvernement à agir. Je vais vous parler d'une dernière chose. C'est le pouvoir médiatique en France. Le pouvoir médiatique est extrêmement puissant, c'est peut-être même le premier pouvoir. On dit souvent que c'est le 5e, je n'en suis pas certain. Si certains appellent ce que je vous ai expliqué, donc l'Union européenne, les délocalisations, etc., ouverture sur le monde, nous pouvons aisément les comprendre. Ils tiennent les grands médias de l'Occident, ils tiennent donc les grands médias français, et ils profitent de ce retour salarié du trafic humain légalisé. Qui tient les grands médias tient le langage. Et vous n'êtes pas sans savoir que les grands experts qui paradent sur TF1, France 2, BFM Télé et compagnie sont pour la plupart au service de ces gens-là. Donc évidemment qu'ils appellent ouverture sur le monde, qu'ils appellent le trafic humain ouverture sur le monde, flexibilité, mobilité des travailleurs, monde ouvert, économie ouverte. Forcément. Qu'est-ce que l'Union européenne politiquement ? L'Union européenne politiquement, c'est une puissance antidémocratique, oligarchique, nous pouvons le dire. Jamais nous n'avons été aussi riches collectivement, et pourtant les Français connaissent depuis l'arrivée de l'euro le retour de la grande pauvreté, de la précarité et le sentiment de ne plus reconnaître leur pays, la France. L'Union européenne n'a même pas de séparation des pouvoirs établie. La Commission européenne règne en maître, elle est l'organe exécutif de l'Union européenne, et pourtant elle a le monopole législatif. Combien de Français savent que le Parlement européen ne peut même pas proposer de loi ? C'est une république bananière. Un Parlement qui ne peut pas proposer de loi. On avait vu ça sous la monarchie, nous. Et les députés se font élire en expliquant qu'ils vont changer l'Europe. Encore une fois, de qui se moque-t-on ? Donc, encore une fois, l'Union européenne est censée réussir à contenter 28 pays aux intérêts complètement divergents. Quiconque connaît un petit peu l'histoire sait qu'on appelle ça un empire. Et qu'il ne peut que mettre au pas ces 28 pays et régner sur les ruines des nations une fois celles-ci soumises. C'est ce qui va se passer. Nous le voyons aujourd'hui en Auvergne, devenue Auvergne-Rhône-Alpes, avec la loi NOTRe, qui n'est pas la nôtre, on connaît bien cette formule, qui va fusionner les communes pour court-circuiter le principe démocratique, transformer une démocratie à suffrage direct en une démocratie à suffrage indirect basée sur de la pure et simple économie, de la gestion. Enfin, je vais vous parler d'Eusalpes. Eusalpes, personne ne vous en parlera jusqu'à ce que ce soit inévitable. Ça y est, c'est fait, c'est décidé. Laurent Wauquiez et l'Union européenne ont signé. L'Auvergne va rejoindre Eusalpes. Vous êtes certainement en train de vous dire, c'est quoi Eusalpes ? Eusalpes, voilà ce qu'il y a écrit sur le site Euractiv, donc le site de l'Union européenne, qui, elle, écrit tout. Hein. L'Union européenne, elle ne cache rien. Ce sont nos médias qui n'en parlent pas. Le projet de création d'une macro-région alpine Eusalpes comprenant 48 cantons et régions de 7 pays pour un PIB de près de 300 000 milliards d'euros, il n'y a que ça qui les intéresse, avance à grands pas. Son équivalent maritime, Euser, est quant à lui à la traîne. Donc déjà, rien qu'au niveau du vocabulaire. Eusalpes, Euser. Je ne sais pas si vous avez lu 1784 de Orwell, mais on est dans la novlangue la plus complète. Eusalpes, Europe, Alpes, Eusalpes. Le Eusalpes, c'est une macro-région. Donc, je vous l'ai dit, 48 cantons, 7 pays. La Suisse ne fait pas partie d'Eusalpes. On lui a dit, mais Karim, vous êtes au cœur des Alpes. Puis la Suisse a dit, oui, mais allez vous faire voir. Ça s'arrête là. Un salut au peuple helvète. Donc, Eusalpes est une macro-région qui n'obéira pas à Paris, qui n'obéira pas à Berlin, qui n'obéira pas à Rome, qui n'obéira pas au Liechtenstein.
qui n'obéira qu'à Bruxelles. Mais si cette région obéit à Bruxelles, que font les nations? Les nations, elles seront là pour créer de la démocratie de façade, comme ça vient d'être le cas. Monsieur Macron a été élu dans une démocratie de façade. Les gens ont voté pour qui on leur a dit. Qui c'est qui disait les gens voteront pour qui on leur dira, juste après la Révolution française? Non, pas Chateaubriand, mais Tocqueville, voilà. C'est Tocqueville qui disait ça. Je ne crains pas les élections, les gens voteront pour qui on leur dira. Si le système d'information devient un système de propagande, les présidents de la République sont choisis à l'avance. Je vais m'en arrêter là, mon discours a été déjà beaucoup trop long. Mais voilà notre époque. Et je vais terminer ce trop long discours par une confidence. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je suis là aujourd'hui devant vous parce que je déteste que l'on trahisse la vérité. Je suis extrêmement sensible au fait que notre pays soit en train de plonger dans une propagande de masse. Si je suis délégué régional de l'UPR, c'est parce que je ne supporte pas que nous replongions dans un obscurantisme. Nous nous rappelons que les limites de la démocratie, c'est le peuple. Il fut un temps où, pour que la démocratie marche, nous disions que chaque enfant de France devait être parfaitement bien éduqué pour être à la hauteur de la démocratie. De nos jours, nous avons presque l'impression que nous voulons, à travers les médias, la télévision, etc., les débiliser toujours plus pour qu'on fasse élire toujours plus bête, toujours plus stupide et toujours plus contraire aux intérêts du peuple. Je sais bien que mon discours n'est pas un discours consensuel, que je ne vous ai pas fait rêver sur des tonnes de propositions de programmes, mais je voulais d'abord montrer le cadre de l'Union populaire républicaine, parce que nous ne perdrons pas notre âme à balancer des boniments en mentant toujours plus à la population française. Je vous remercie, je vais passer la parole à Henri. Bonjour, je m'appelle Henri Knauf et je suis donc le candidat de l'UPR pour la 2e circonscription du Puy-de-Dôme. Je souhaite profiter de mon temps de parole pour parler de la fermeture de l'usine de la Saïta qui est basée à Riom. Donc à l'UPR, on n'est pas dogmatique, nous ne sommes pas opposés systématiquement aux fermetures d'usines. Par exemple, une entreprise en difficulté peut avoir besoin de réduire sa masse salariale et de cela, on peut discuter. Mais lorsqu'on lit La Montagne du 29 mai 2017, un salarié nous apprend que, je cite, « Le groupe fait 500 millions de bénéfices nets, le site de Riom est plus que rentable, ils ont augmenté les actionnaires de 10%. » Fin de citation. On peut alors légitimement se poser la question de savoir s'il est acceptable qu'un groupe international qui génère d'énormes profits vire 239 salariés comme on jette un Kleenex sale. Je vous le dis tout de suite et sans ambiguïté, pour l'Union populaire républicaine, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Une entreprise rentable qui ferme une usine uniquement pour générer plus de fric, c'est, je le répète, inacceptable. L'UPR s'oppose donc à la fermeture de la Saïta et apporte son soutien total à ses salariés. La fermeture d'une usine, c'est des vies brisées. Dans un article de Mediapart, on apprend que suite à la fermeture de l'usine Continentale, les Conti, comme on les a appelés, eh bien, sur 650 salariés licenciés, 500 sont toujours au chômage, 250 ont divorcé et 9 se sont suicidés. Alors que propose l'UPR dans son programme pour mettre fin à la destruction de notre industrie nationale? Car depuis 10 ans, chaque jour ouvré, une usine ferme en France et 800 personnes basculent sur le seuil de pauvreté. L'autorisation des délocalisations est un phénomène récent. Le mot délocalisation est un mot inventé il y a peu, car avant cela n'existait pas. Et pourquoi cela n'existait pas? Car cela était interdit. C'est l'Union européenne, via l'article 63 du TFUE, donc le TFUE c'est le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui nous contraint à accepter la liberté des flux de capitaux. Il est à mettre en parallèle avec l'article 32, qui encourage l'augmentation du commerce entre les États de l'UE et entre les États de l'UE et les États tiers, c'est-à-dire hors UE. Il
Il est important de savoir que pour délocaliser, les entreprises ont besoin de transférer des capitaux. Donc, si pas de transfert de capitaux, pas de délocalisation. C'est aussi simple que cela. L'UPR propose donc dans son programme législatif le rétablissement immédiat du contrôle des flux de capitaux pour mettre un coup d'arrêt aux délocalisations. Ce que nous proposons n'est pas une mesure fantaisiste, mais une mesure appliquée dans l'ensemble des pays du monde qui réussissent d'un point de vue économique. Par exemple, les Chinois rachètent nos fleurons industriels, mais l'inverse n'est pas vrai, car il est interdit pour un étranger de racheter une entreprise chinoise. Il n'est pas question de fermer les frontières économiques de la France, mais de les rétablir pour éviter les dérives d'un mondialisme incontrôlable. Avant Maastricht, une délocalisation était possible. Il fallait demander au gouvernement français qui, selon telle ou telle condition, l'autorisait. Inutile de dire que la condition première était de ne jamais ramener les produits fabriqués à très bas coût en France pour concurrencer les travailleurs français. Aujourd'hui, la concurrence est mondiale et l'UE veille à ce que nous ne puissions pas nous défendre contre une concurrence des pays à très bas coût. Si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous expliquer, à moyen terme, c'est le retour mondial du trafic humain dans une logique négrière. Seule une capacité à contrôler ces frontières économiques peut nous sauver de la désertification industrielle, sauver nos acquis sociaux et nous sauver d'un chômage de masse toujours plus grand. Mais pour cela, vous l'avez compris, il faut sortir de l'UE pour ne plus être soumis à des traités qui détruisent notre pays. Comme nous venons de le voir, le rétablissement des contrôles des flux de capitaux permet de lutter efficacement contre les délocalisations. Mais il présente également 3 autres avantages. Premièrement, ce contrôle permet de lutter contre l'influence des agences de notation qui nous dictent aujourd'hui leurs lois. Deuxièmement, il permet de lutter contre la fraude fiscale. Nous estimons bas mot à 30 milliards par an la somme que le Trésor public pourrait récupérer. Nous pourrions ainsi financer nos services publics, nos retraites, notre sécu et bien d'autres politiques économiques et sociales, et cela sans taxer systématiquement plus les ménages français. Troisièmement, il permet de mettre fin à l'entrée des capitaux des fonds de pension étrangers qui rachètent aujourd'hui la France par appartement. En effet, pour acheter une entreprise ou des terres agricoles en France, il faut faire entrer des capitaux. Donc, qui dit contrôle des flux de capitaux, dit contrôle par l'État des rachats d'entreprises françaises par des fonds étrangers. Je me permets de vous rappeler qu'il y a quelques années, la Saïta était une entreprise 100% française. Je conclurai par un rappel important. Pour que tout cela soit possible, il y a un préalable, c'est la sortie de l'Union européenne et de l'euro, bref, un Frexit via l'article 50, comme seule l'Union populaire républicaine vous le propose. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, ça fait du bien. Moi, je m'appelle Charlène Drijard. Je suis candidate dans la première circonscription. Et je vais essayer de me présenter un peu mieux pour vous expliquer comment j'en suis arrivée à être candidate aujourd'hui. À travers mon expérience, en fait, je suis pédicure-podologue, donc dans le milieu de la santé. Autant vous dire que j'ai senti l'évolution et l'Union européenne à travers mon quotidien, véritablement. Je suis indépendante, je suis à mon compte, donc je connais le RSI, je connais l'URSSAF, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est très très concret dans notre quotidien, vraiment. Je fais aussi de la réflexologie plantaire, donc j'ai eu affaire à la fois aux médecines alternatives et aux médecines on va dire conventionnelles, qui sont appliquées dans nos hôpitaux. Je vais régulièrement en EHPAD, je vais régulièrement au CHU. Donc je vois aussi concrètement comment ça se passe pour les patients et à quel point les gens n'ont plus accès librement à leur choix de médecin et à la médecine qu'ils souhaitent pour se guérir. Et c'est à travers cette réalité que je suis arrivée ici. J'ai commencé à me renseigner, à parler. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait plus, même pour les indépendants, de syndicats, donc de contre-pouvoir. Par exemple, moi, pour ma profession, il y a le FNP,
qui est un syndicat national. En région, il n'y a plus aucun syndicat. Donc j'avais participé à la construction, la mise en place d'un SPPL, d'un syndicat des pédicures podologues en région Auvergne. Mais c'est titanesque en fait, pour arriver à même se proposer, mais on en arrivait à s'imposer, et puis finalement, c'est un syndicat qui existe encore, mais qui a beaucoup de mal à vivre parce que nous n'avons pas de financement, nous nous autofinançons, comme l'Union populaire républicaine, je le dis au passage, nous n'avons aucune subvention, nous sommes libres de dire ce que nous voulons dire, ce que nous pensons, et on n'est plus dans ce cadre-là au niveau médical. La structure supranationale, la rentabilité est arrivée jusque dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là, parce qu'en arriver à ce stade dans le milieu de la santé, c'est incroyable. Rentabiliser la santé, faire de l'argent avec notre santé, c'est inadmissible. Je vais essayer donc maintenant de vous expliquer la structure dans laquelle on vit, qui est en fait une application directe de ce que Mathias Masclé a décrit, à savoir une structure supranationale qui impose des protocoles, qui impose des ouvertures et des fermetures d'hôpitaux qui n'ont aucun lien avec la réalité du terrain. Il s'agit vraiment de regrouper au maximum de manière à ce que ce soit rentable. Donc les petites cliniques sont fermées régulièrement pour faire en sorte qu'il y ait des regroupements de plus en plus grands hôpitaux qui répondent à la norme supranationale, la norme de l'Union européenne. Les GOPE s'appliquent pour la santé. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre en place une structure qui permet aussi bien de mettre en place des protocoles à grande échelle. Protocoles, par exemple, dans le domaine du cancer, c'est aberrant. Je ne sais pas si vous connaissez Nicole Delépine, qui est un médecin, qui est une femme incroyable, géniale. Je vous conseille d'aller écouter ses conférences. Et qui explique comment concrètement on met en place des protocoles de recherche, des protocoles expérimentaux qui sont moins efficaces, qui sont prouvés moins efficaces auprès des patients, mais qui sont très rentables financièrement. Mais vraiment, il faut aller le voir, c'est officiel, c'est réel. On arrive à un endroit, désolée pour ce tableau un peu noir, mais je pense que pour pouvoir avancer, il faut rencontrer le réel en fait. Et qu'une fois qu'on a rencontré le réel, tout est possible. Et c'est ce qu'on fait à l'Union populaire républicaine. C'est dur, mais c'est réel et on avance quoi. Donc ce que j'expliquais, c'est que ces protocoles sont mis en place par l'Union européenne à travers la mise en place notamment des ARS, qui sont un regroupement, l'ARS, l'Agence régionale de santé. En fait, si vous voulez, ça fait partie des structures qui permettent de court-circuiter le gouvernement. L'ARS qui a une multicasquette, vraiment les directeurs d'ARS sont des gens qui ont, comme beaucoup d'hommes politiques actuellement malheureusement, beaucoup de casquettes différentes, de responsabilités différentes. Donc ils sont directeurs d'hôpitaux, en même temps ils sont commerciaux dans un laboratoire, et en même temps ils sont, je sais pas moi, non mais c'est vrai, j'ai pas d'exemple en tête plus précis, mais vraiment ils font 36 000 choses. Et souvent des choses où il y a conflit d'intérêts, bien sûr. Je viens de donner l'exemple directeur d'hôpital, lobbyisme, laboratoire pharmaceutique, c'est banal, c'est même normal maintenant. On m'a expliqué à l'ARS, pour y aller régulièrement pour ma personne, que c'était... Maintenant, le monde est comme ça, en fait. C'est normal, il faut que je me mette à la page, en fait. Donc, il y a de quoi devenir un peu singe quand on ne comprend pas ce qui se passe. Donc en fait, Bruxelles a mis en place cette ARS qui va dire, là on va supprimer ce poste-là, et là on va en ouvrir 2 ou 3. Et ça, basé sur des normes qui sont, comment expliquer, qui sont, en fait, c'est un contrôle de fond. On dit aux personnes, il faudrait mettre en place tant de traitements de ce type, tant de traitements de ce type, et avec tel médicament. Et donc, oui, mais c'est vrai. Et donc, les médecins qui sont dans cette logique-là, c'est bon. Et les autres, progressivement, on ferme les petites cliniques et les gens qui sont vraiment qui veulent appliquer une médecine différente. Ce qui
transfère au serment d'Hippocrate. Oui, au passage. Mais c'est un détail maintenant. Donc, étant dans ce système, moi, que j'appelle vraiment totalitaire, puisqu'on nous impose de soigner de telle ou telle manière, type soviétique, ça a été cité tout à l'heure, ou même chinois, enfin, ce système totalitaire est en plus au service du capitalisme financier. Je vais vous expliquer comment ça marche, je vais essayer en tout cas. À Bruxelles, il faut regarder géographiquement en fait comment c'est fait. Les structures politiques, les bâtiments politiques sont véritablement entourés, encerclés, oui, de bâtiments, d'entreprises, de multinationales, mais surtout de laboratoires. Il faut savoir que c'est le premier lobbyisme mondial, le laboratoire pharmaceutique. Ces gens-là, ils vont visiter très régulièrement les députés. Ils leur proposent des normes au service de leurs propres entreprises, hein, bien sûr. Des normes qui sont renouvelées régulièrement. Moi-même, j'ai dû, par exemple, il y a 3 ans, changer tous mes produits d'hygiène, alors qu'ils fonctionnaient très bien, ceux d'avant. Mais pour un coût qui... Enfin, je n'ai aucune aide. Hein, j'en ai eu pour un peu plus de 300 € du jour au lendemain. Alors quand on voit qu'on a déjà du mal à se reverser un SMIC, alors que... Enfin, moi, j'ai du mal, mais j'ai des amis autour de moi, des amis, par exemple, dans le dentaire, on voit des gens qui ferment des cabinets. Dans des domaines où, normalement, c'est censé être l'abondance. C'est une réalité de terrain, quoi. Et bien, ces normes sont mises en place en dehors de tout bon sens, en fait. Il n'y a aucune réflexion sur le bien-être du patient au final. Ces structures sont vraiment faites déjà pour éloigner le patient du médecin traitant. Maintenant, on arrive même à un stade où on ne peut plus choisir son médecin traitant, en fait. On a des mutuelles et des centres mutualistes, pareil, où on concentre. Il y aurait tellement de choses à dire. J'aimerais vous dire tellement de choses, mais non, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous compreniez qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus souverain de notre démocratie, on n'est plus souverain de notre médecine, de notre système de santé. Même les médecins ne peuvent plus exercer comme ils le souhaitent. Ils ne peuvent plus Enfin, il y a des contrôles au jour d'aujourd'hui. Je voyais chez une homéopathe il n'y a pas longtemps. Elle est contrôlée parce qu'elle fait trop de... Alors, c'est pas des arrêts de travail, c'était un type de prescription, un type d'analyse qui n'est pas remboursé par la Sécu. Parce que bien sûr aussi la privatisation prend une place incroyable sur le marché. L'analyse médicale. Analyse médicale, voilà, prise de sang et qui du coup débouchait sur des traitements qui n'étaient pas dans le circuit. En fait, il faut rentrer dans le circuit. Autant vous dire que tout ce qui est naturopathie, médecine chinoise, des choses qui existent depuis des milliers d'années, qui fonctionnent depuis des milliers d'années, on en est à milieu. Les plantes qui sont la base de tout traitement médical, dont on extrait une molécule et qu'on fait passer en chimie, et maintenant proscrite, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont passées, on ne peut plus utiliser les plantes. Les médecins ne prescrivent plus d'ailleurs. Je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses que j'ai prévu de vous dire, ça va être possible. Aussi la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle est en train d'être complètement sapée. La sécurité sociale, c'est quand même un principe égalitaire où on cotise tous ensemble de manière à ce que les personnes qui sont en difficulté, que ce soit à cause d'arrêt de travail, à cause de tout ce qui est naissance, maladie, vieillesse, soient pris en charge. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est dans un déremboursement des médicaments. On privatise de plus en plus. On nous fait croire en plus, on nous fait croire qu'elle est en déficit. Certes, il y a un déficit, mais ça a toujours été le cas depuis le début et ça n'avait jamais posé de problème jusqu'à maintenant. Ça fait partie des politiques de la peur qui sont de plus en plus mises en place. Enfin, quand on regarde dans les chiffres concrètement, on s'en sort très bien, hein, tout va bien. Et donc, en plus de ça, donc cette sécu est de plus en plus contrôlée. On contrôle les gens, on contrôle les médecins, ce que je vous expliquais tout à l'heure, de plus en plus. Et en plus de ça, il y a mise en place donc, la privatisation des mutuelles privées. Chaque personne, du coup, sera remboursée en fonction de son contrat privé. En fait, on va vers une sécu qui va avoir un tout petit socle commun pour la forme, comme la démocratie au niveau politique actuellement, et pour la forme. Et le reste, je ne sais pas si vous avez vu les premiers épisodes d'Urgence, on en rigole, mais c'est ça. On dit, une personne arrive, elle est en train de mourir, le médecin regarde son contrat, regardez les premiers épisodes d'Urgence, c'est ça, regarde son contrat de mutuelle et il dit, ah non, la mutuelle ne prend pas en charge la réanimation, ça vous coûtera tant. Mais les États-Unis, ça se passe comme ça. Et là, on va vers une politique ultra-libérale qui est la politique qu'on voit appliquée au quotidien aux États-Unis. Et ça fait très longtemps déjà.
Pour tout. Hein. Oui, et c'est de plus en plus présent. Cette réflexion, Oui. On prend le modèle américain. L'ultralibéralisme, en fait, que la politique de l'Union européenne impose. Nous, on n'en veut pas. En fait, on aime l'égalité, on aime l'entraide depuis toujours. Le CNR, à la sortie de la guerre, a été mis en place dans cette idée-là, qui est l'idée que le peuple français véhicule, aime. Enfin, je veux dire, demander à qui que ce soit, est-ce qu'il aime cette idée de la Sécu? Est-ce qu'il veut que la Poste soit privatisée? Non. Enfin, les Français, on n'a pas envie de ça, on n'a jamais eu envie. Mais on est en train de nous faire manger, progressivement. Donc, à travers cette structure supranationale, à travers la libre concurrence des médicaments, des laboratoires, cette mise en place de l'ARS, les laboratoires qui vont directement visiter les étudiants pendant leurs études. Moi, j'ai été visitée dès ma première année par des laboratoires qui m'ont dit que cette crème c'était bien, que ce traitement-là c'était bien. Les formations sont faites par des laboratoires. Il n'y a plus d'indépendance. En fait, dans la recherche, maintenant les laboratoires financent la recherche. Donc autant vous dire que c'est orienté, c'est pas libre. Donc, c'est vrai que les laboratoires qui sont un pouvoir financier ont vraiment le dessus, quoi. Et ça, on n'en veut pas. Les autorisations de mise sur le marché, je vais en parler, mais c'est aussi une réalité, quoi. Le problème de vaccins. Les vaccins. D'ailleurs, l'Union populaire républicaine est très claire. Parce qu'on nous impose des vaccins qu'on ne veut pas leur donner. Absolument. Et maintenant, même, vous êtes au courant de ce dernier vaccin où il y a 11 vaccins dedans et on n'a plus maintenant celui, le trio. Et ils sont dangereux et c'est prouvé. Bon. Oui, mais il faut se battre. Hein. On débattra après, excusez-moi. On débattra après parce qu'il y a des journalistes et oui. on ne va pas abuser de leur patience. Juste une chose, juste avant de venir, j'essaie de me réactualiser. Et en fait, il est justement, Nicole Delépine a quand même, soulevé une chose essentielle. L'industrie pharmaceutique dont je vous parle est quand même la 3e cause de décès dans les pays dits civilisés. Donc en fait, là, on est à un stade où on donne des médicaments, on n'est même pas sûr qu'il se soit mieux pour la santé qu'aucun médicament. Donc, moi, cette situation d'urgence m'a fait arriver ici, quoi. C'est appliqué dans la santé, mais c'est appliqué dans l'économie, dans le logement, dans l'artisanat, l'agriculture, tous les domaines. Donc, cette réalité-là, c'est que l'Union européenne impose une concurrence entre les médecins, ce que je vous expliquais par rapport au tout début, là, par rapport au fait qu'on nous dise il faut suivre tel protocole, si c'est le cas, vous allez avoir un voyage, si c'est le cas, vous allez garder votre poste. Elle organise le déficit en promouvant les mutuelles privées. Si vous voulez, ces mutuelles privées, en plus, on nous fait miroiter que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on nous explique que ça va nous permettre d'être libres de choisir quelle mutuelle on veut. Enfin bon. Ensuite, on arrive à des travailleurs détachés dans les hôpitaux. C'est concret ça aussi. En fonction, parce que dans l'Union européenne, on a des diplômes équivalents, mais pas des formations équivalentes. Et donc, on a vu qu'on n'a pas de numerus clausus non plus au niveau de la majorité des professions, la mienne en fait partie, et bien il y a des podologues qui viennent avec un diplôme qui est dit équivalent sans que la formation soit équivalente, qui viennent s'installer en face. C'est la libre concurrence. On adore. On nous impose tranquillement un médecin traitant, avec tous les contrôles que je vous ai expliqués au début. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de la délocalisation, c'est aussi valable pour les laboratoires. Les médicaments aussi sont délocalisés et il y a une concurrence en fait entre les différents types de médicaments qui sont fabriqués dans des conditions, bien sûr, au niveau des normes complètement différentes dans d'autres pays, mais qu'on fait revenir après. Donc au niveau santé publique, c'est une catastrophe. Et donc, tout le lobbyisme et les conflits d'intérêts dont je vous ai parlé. Donc, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas de tout ça. Ce qu'on vous propose, c'est en premier lieu de réaffirmer, grâce à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN à travers l'article 50, réaffirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale, en l'incluant aussi dans la Constitution, de manière à ce qu'il ne puisse plus y avoir de girouette. C'est arrêter les déremboursements imposés par l'Union européenne, parce que du coup, ils choisissent.
Assurer des meilleurs remboursements des frais de santé, surtout pour ce qui est oculaire et dentaire. En fait, revenir aux essentiels, c'est énormément de bon sens tout ça. Ensuite, suspendre les autorisations de commercialisation pour les centaines de médicaments inefficaces, voire dangereux. Encore du bon sens, mais bon, concrètement, on veut le faire. Revenir sur la liberté des prix pratiqués par les laboratoires, forcément. Commercialisation et influence des laboratoires sur les organismes de santé, ce que je vous ai expliqué sur le lobbyisme. On veut réglementer les relations entre les laboratoires et les médecins et les organismes de santé publique, de manière à ce qu'on ne soit plus dirigé en fonction des intérêts des laboratoires qui veulent faire de l'argent avec la santé. Assurer la protection effective des lanceurs d'alerte, parce que ça aussi, on a énormément de médecins, d'experts qui ont expliqué que tel ou tel médicament était qu'une catastrophe, pharmacovigilance, et qui ont perdu leur poste, été rayés de l'ordre des médecins. C'est inadmissible. Donc cette chose-là aussi, il faut pouvoir l'encadrer pour la liberté et l'indépendance, en fait. Les vaccins, on veut une obligation légale pour l'industrie pharmaceutique de fournir la forme trivalente, diphtérie, tétanos, polio. Réévaluer, bien sûr, les salaires du personnel des hôpitaux, parce qu'actuellement, pareil, on a de plus en plus de... Enfin, moi, je les appelle les travailleurs détachés, parce que c'est terrible. Enfin, les gens sont de moins en moins bien payés pour faire de plus en plus de choses. Ma mère était infirmière. À la fin de sa carrière, on lui demandait de faire... Enfin, en cardiologie, on lui demandait de faire des examens pour lesquels elle n'avait pas été formée, alors qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Je veux dire, c'est un système, on a réussi à le mettre en place de manière efficace à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et on veut nous faire croire aujourd'hui que c'est pas possible, qu'on va jamais s'en sortir. Non, enfin, la réalité des choses, c'est qu'on est large, on peut le faire, il suffit de vouloir le faire. Toutes les structures, même les bâtiments sont mis en place. Donc, faut juste y aller, quoi. Aussi sanctuariser une médecine accessible pour tous au niveau du territoire, de manière à ce que il n'y ait plus les petites cliniques, justement, les maternités qui sont fermées dans bien sûr les petits endroits et les petites villes un peu loin, et qu'il y ait tous ces immenses centres dans les grandes villes. Nous, on veut que toute personne sur le territoire français ait accès aux soins. Oui, une médecine de proximité. Pardon. Éviter aussi tous ces centres médicaux où on réunit tout le monde, bien sûr dans les grandes villes. Enfin, c'est au stade des hôpitaux, les hôpitaux, mais aussi le médecin généraliste, quoi, en général, à qui on met beaucoup de bâtons dans les roues. Engager des poursuites judiciaires contre les officines et les sociétés orchestrant les grandes peurs collectives dont je vous parlais tout à l'heure. Lancer une grande politique publique des médecines douces et alternatives, encadrée évidemment par des expertises médicales incontestables, en sachant qu'elles existent, c'est prouvé. Maintenant, c'est une réalité. Il y a des laboratoires indépendants, libres, qui ont montré l'efficacité, que ce soit naturopathie, homéopathie, médecine chinoise, phytothérapie, quand ce n'est pas des médecines qui sont ancestrales. Et libérer la santé de la mainmise des acteurs privés. Donc, aussi bien sûr réaffirmer les formations de qualité en adaptant le numerus clausus, et réaffirmer le code de déontologie des professions de santé et garantir la confidentialité de la relation patient-médecin, du secret médical. Ça, c'est la dernière chose dont je vais vous parler. À savoir qu'aujourd'hui, le secret professionnel pour les médecins n'existe plus. Je peux vous garantir que concrètement, les gens font tout ce qu'ils peuvent, les médecins, parce qu'on est attachés à ce secret professionnel, mais des lois sont mises en place pour que les mutuelles privées aient accès à des données qui sont des données normalement confidentielles pour adapter ou refuser des contrats. Et ça va jusqu'aux banques, tout ça, par rapport aux prêts. Donc il y a de plus en plus de personnes qui refusent de déclarer certaines maladies, qui préfèrent vivre sans les déclarer et être pris en charge pour ne pas avoir des problèmes auprès des banques ou auprès d'autres structures. Ça aussi, c'est une réalité, c'est concret. J'ai des patients tous les jours qui m'en parlent. Moi-même, ça m'est arrivé. Donc, voilà. Nous essayons de faire tout notre possible pour comprendre ce qui se passe et mettre en place des choses concrètes pour revenir à une France libre, indépendante et souveraine, quoi. Merci beaucoup. Je crois me rappeler, Charlène, que c'est toi qui m'as expliqué que l'Organisation mondiale de la santé avait nommé dans les années 2000 la France
comme étant le meilleur système de santé au monde. En 99, voilà. L'OMS a nommé la France comme étant le meilleur système de santé au monde. Maintenant, on a dégringolé parce que l'Union européenne est arrivée avec ses gros sabots nous expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse. Janine, tu voulais passer là. Donc, je te laisse le micro. Bonjour, Janine Le Breton, candidate à la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Donc j'ai 44 ans, je suis mandataire immobilier depuis 2008. Je suis aussi maman d'un jeune adulte. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis donc très sensible à l'éducation et au logement, de par ma profession. Donc pour les jeunes, aujourd'hui, effectivement, quitter ses parents et accéder à un logement sonne souvent comme l'heure de l'indépendance. Cela représente une étape majeure dans la transition vers l'adulte. Mais cette situation se combine avec une plus grande précarité pour ces jeunes. Bas salaire, contrat de travail à durée déterminée, chômage. L'enjeu du logement est d'autant plus important qu'il est étroitement lié aux problèmes à l'emploi. L'un et l'autre paraissent emportés dans une même spirale récessive qui conduit à l'aggravation des plus fragiles. Aujourd'hui, en 2017, on a 5,5 millions de personnes, toutes catégories confondues, qui pointent à Pôle emploi. En parallèle, le travail est incertain. Augmentation de CDD, temps partiel, intérim, sous-emploi. Autant d'évolutions qui ont d'incidence sur les ressources de ménage, donc sur leur capacité à se loger. Donc oui, je pense sincèrement que le logement peut être un vrai obstacle à l'emploi. C'est le cas lorsqu'un ménage, pour se loger, doit supporter des coûts au-delà de 33% de leurs revenus. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ménages actifs s'éloignent de plus en plus loin du bassin d'emploi. Ou encore lorsque certains atterrissent dans des quartiers où s'accumulent des problèmes sociaux et finissent donc par être victimes de discrimination territoriale pratiquée par certains employeurs. N'oublions pas non plus les 1,2 million de locataires en impayés, les 3,8 millions de ménages en situation de précarité énergétique, les près de 92 000 familles occupant un logement sans droit, ou encore les 1,7 million de ménages qui ont une demande de logement social en attente. Alors effectivement, l'UPR propose de résorber en 6 ans la pénurie de logements en France. Cela peut sembler énorme, mais au vu des chiffres que je viens de vous énoncer, cela permettra de loger l'ensemble des citoyens et surtout de relancer l'emploi, car comme on dit, lorsque le bâtiment bat, tout va. Alors vous allez me demander comment. En demandant une relance de la construction des logements sociaux, mettre en chantier 80 000 logements par an en supplément de ceux déjà prévus. Renforcer le contrôle des conditions de logement. En 2017, il y a encore 2,1 millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres. 330 000 privés de confort de base, pas d'eau potable, douche, pas de WC à l'intérieur de leur logement. 1,8 million d'autres personnes dont le logement relève d'autres critères de dégradation comme de chauffage rudimentaire, absence de coin de cuisine. Il faut aussi favoriser la mixité sociale et mettre un terme à cette ghettoisation des plus riches et des plus pauvres. C'est-à-dire renforcer les lois relatives à la solidarité et au renouvellement urbain. C'est tout simplement la loi SRU. Celle qui impose aux communes un minimum de 20% de logements sociaux. Donc, pour celles qui ne le font pas, renforcer des sanctions financières contre ces municipalités. Lutter contre le favoritisme local d'accès aux logements sociaux, aider à l'insertion sociale des plus démunis. Développer un programme d'urgence sociale en couplant le logement et la mise en activité dans le cadre de résidences d'initiative locale.
Mieux protéger les propriétaires, parce que aussi il faut les protéger face aux abus de certains locataires. Donc accélérer les procédures en cas de non-paiement et de délabrement de leurs biens. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un programme de dépenses. Oui, c'est vrai. En ce qui concerne, je pense, le droit d'avoir un toit, je pense que c'est tout à fait normal. S'il y a en France des secteurs dont on doit faire des dépenses, c'est pour assurer un logement français, garantir que le peuple ne meurt plus de faim, assurer une éducation de qualité, des soins de qualité, enfin assurer une fin de vie digne et des retraites décentes. Comment pourrions-nous ne pas assumer ces quelques phrases dont je viens de vous parler, le logement, la faim, etc. Comment pouvons-nous ne pas assumer ça aujourd'hui en France, alors que, nous le savons tous, nous faisons des cadeaux fiscaux aux plus grandes fortunes? Mais n'oublions pas non plus ces 7 ou 9 milliards d'euros que nous versons en pure perte à l'Union européenne, alors que cet argent n'est jamais que l'argent des Français, hein. Mais cet argent ne bénéficie pas aux plus démunis. Je finirai tout simplement en disant qu'il y a des priorités. Le droit à un logement fait partie de ces priorités qui fondent notre pacte social. Merci. Eh bien, je suis donc le dernier candidat à vous parler des thèmes suivants, qui vont être l'environnement et l'agriculture. Donc, je suis Bernard Perret, le supplément de Maëlig pour la 3e circonscription du Puy-de-Dôme. Comme vous l'a dit Mathias, bon, Maëlig ne peut pas être présente aujourd'hui pour des raisons de maternité et professionnelle à la fois. Donc, il y a une chose qui n'a pas été soulevée jusqu'à présent, mais que vous pouvez constater, c'est que les candidats de l'UPR sont jeunes, les suppléants un peu moins parfois. Vous pouvez constater qu'il y a 3 candidats trentenaires, mais tout juste trentenaires, et 2 candidats qui sont quadrats. Voilà. Donc c'est quand même un cas à signaler, parce que c'est preuve de dynamisme et de voir le monde comme il évolue, et pas en termes de conservatisme. Voilà. Donc je vais vous présenter donc le thème environnement et agriculture en essayant d'être assez concret pour vous montrer où peut conduire l'absence de démocratie et de souveraineté pour ces thèmes-là. Alors, au préalable, le programme de l'UPR ne peut s'appliquer que si on a vraiment une volonté ferme de rétablir la démocratie et la souveraineté. Sinon, ça ne sert à rien puisque tous les anciens systèmes restent en place. Alors, rétablir la démocratie, bon, j'aime bien revenir à l'étymologie du mot, comme le dit souvent François Asselineau, c'est Demos, Kratos, le pouvoir du peuple. Il faut bien avoir ça en tête. Et alors, rétablir la démocratie, c'est mettre un référendum d'initiative populaire, comme en Suisse, des votations. C'est la prise en compte du vote blanc. Si vous n'êtes pas content des candidats qui se présentent, eh ben vous les éjectez en votant blanc et puis ils n'ont plus le droit de se représenter aux élections suivantes. Ça ferait de faire un gros ménage. Ensuite, une réflexion sur les modes de scrutin pour qu'il y ait une plus juste représentation de la diversité des opinions. Et tendre vers l'éloignement des lobbies des décisions dans tous les domaines scientifiques et écologiques. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les lobbies qui font la loi. Et pour rétablir la souveraineté, eh ben, ça passe par la sortie de l'Europe et de l'OTAN. Alors, au niveau environnement, alors l'environnement, je vais le traiter en 3 parties: écologie, énergie, aménagement du territoire. Alors, pour l'écologie, il y a 2 principes qui doivent être appliqués à toute situation. Il convient de réhabiliter le long terme dans le cadre de l'intérêt général, pas prendre des décisions au coup par coup en fonction des opportunités. Deuxièmement, c'est le principe de précaution doit être mis en œuvre dès que prime l'incertitude. Donc on ne doit pas se lancer dans des grands projets industriels
si on n'est pas sûr de l'impact sur la santé. Et c'est là où je vais vous présenter, bon c'est un peu mon dada, bon, je prends du plaisir à le faire, je vais vous présenter trois cas concrets dans lesquels l'absence de démocratie a fait où on en est aujourd'hui. Alors c'est la pollution électromagnétique des antennes relais. Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'électrosmog croît à une vitesse astronomique, c'est-à-dire on baigne dans une soupe d'ondes électromagnétiques sans s'en rendre compte. Et de nombreuses études depuis une quinzaine d'années montrent qu'il y a un effet sur le métabolisme humain. Bon, une action directe sur les cellules, et qui fait qu'un certain nombre de maladies se développent, où on fait semblant de ne pas comprendre pourquoi, mais bon, notre prix Nobel, le docteur Montagnier, a dit récemment que justement les champs électromagnétiques pouvaient être la cause de nombreuses maladies. Les normes aujourd'hui qui sont appliquées sont complètement obsolètes. Elles ont été définies dans les années 90 par l'OMS, reprises par la communauté européenne, remises en droit français. Et si on suit les résultats d'études, eh bien ces normes, il faudrait les diviser par 1000, voire 3000. Aujourd'hui, les normes qui sont appliquées au niveau de la puissance des émissions, des ondes électromagnétiques, c'est 61 volts par mètre. C'est bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et le rapport bioinitiative sur lequel ont travaillé des équipes de recherche, qui a été la compilation plutôt de 1800 études faites par des chercheurs indépendants, la conclusion de cette étude dit qu'il faudrait abaisser ces seuils à 0,6 volts par mètre et tendre vers 0,2 volts par mètre. Donc on passerait de 61 à 0,6 et 0. Alors, il y a une conscience parmi nos députés de tout ça. Ils ne sont pas complètement aveugles. Depuis 2005, il y a eu plusieurs propositions de loi pour abaisser ces seuils. Mais chaque fois, les lobbies sont intervenus et il est resté peau de chagrin. Alors, en général, les lois n'ont pas été votées, sauf la dernière, qui est la loi dite Abeille, qui date de 2015. Elle était pleine de bonnes intentions, mais au résultat, alors, l'abaissement, il y a toujours des réunions, des commissions pour faire une synthèse, etc. Bon, après le vote, l'abaissement des normes a été retiré. La distance d'installation des antennes relais par rapport aux écoles et lieux d'habitation a été retirée. Le principe de précaution a été abandonné. La reconnaissance des personnes électrosensibles a été refusée. Quelques miettes ont été conservées. Interdiction du Wi-Fi dans les crèches. Et l'installation des antennes relais devra faire l'objet d'une information préalable. C'est pas très contraignant. Alors, comme candidat de la 3e circonscription, je suis invité jeudi prochain par le comité qui s'oppose à l'installation récente d'une antenne relais dans la zone artisanale de Beaumont. Ils ont invité d'autres candidats de la 3e circonscription pour évoquer ce sujet des pollutions électromagnétiques. Alors, pour revenir un petit peu à la réalité, pour voir ce qu'a fait... parler de la loi Macron 2015. Avant la loi Macron 2015, qui était un fourre-tout, il y avait tout un tas de choses, l'installation d'une antenne relais sur le toit d'un immeuble exigeait l'unanimité des copropriétaires. Depuis la loi de 2015, la loi Macron 2015 qui a été adoptée sans vote en application de l'article 49.3, cette nouvelle loi permet désormais l'installation d'une antenne relais avec l'accord de seulement 50% des copropriétaires, donc ce qui est beaucoup plus facile. Sachant que les gestionnaires d'immeubles aiment bien installer des antennes parce que c'est une source de revenus. Voilà. Donc, en conclusion de ça, la prise de conscience d'un risque sanitaire associé aux équipements de téléphonie mobile progresse chez les députés, mais les industriels, avec la complicité du gouvernement, agissent pour que se poursuivent leurs activités sans nouvelles contraintes. Alors, toujours dans ça c'est encore plus d'actualité, les compteurs Linky. Alors, les compteurs Linky, c'est une longue histoire. Au début, il y a un cadre légal européen. C'est une directive de 2006 qui dispose que les États membres veillent dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Parce que l'origine du compteur Linky, c'est connaître la consommation d'énergie partout en Europe pour pouvoir livrer de l'énergie de France en Allemagne, etc. Bon, c'est pour faire de la gestion d'énergie à l'origine.
Et les abonnés reçoivent, alors c'est ça donc techniquement possible, financièrement raisonnable, et les abonnés reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Bon, les Allemands ont étudié la question, ils ont confié une étude à la société Ernst & Young. Conclusion, on fait rien, c'est trop cher. Nous, la décision française, c'est on fait. Alors, par la loi du 17 août 2015, loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'installation des compteurs communicants est prévue dans 35 millions de foyers à l'horizon 2021. Alors bien entendu, cette décision a été prise sans étude préalable d'impact sur la santé, ni sur l'intérêt économique de ce projet. Contrairement à l'Allemagne, la décision a été prise, donnant ainsi la priorité à l'aspect industriel. Alors l'installation de ces compteurs est largement engagée dans le Puy-de-Dôme, elle est en cours dans la commune de Clermont-Ferrand. Et en l'absence de référendum d'initiative populaire, on pourrait demander que, des études particulières sur la santé, etc. Eh bien, l'opposition s'organise contre l'installation forcée de ces compteurs, avec pas beaucoup de succès, mais il y a par exemple dans le Puy-de-Dôme un comité Stop Linky 63 qui met en avant un risque sanitaire en raison d'une exposition 24 heures sur 24 aux champs électromagnétiques dû au fonctionnement de ces compteurs, l'augmentation des factures, parce que là, on ne veut pas rentrer dans les détails ici, et le recueil et la commercialisation d'informations privatives. Voilà, donc ça, c'est une des conséquences de notre absence de démocratie. Alors, au deuxième point, donc on vient de brosser l'écologie. Alors, l'énergie. Alors, l'UPR veut associer les Français aux grandes décisions en matière de politique énergétique, en particulier la question du nucléaire, qui divise les Français. Alors, l'UPR propose un grand débat, faisant intervenir des gens pour, des gens contre, qui permettra d'aborder tous les aspects de cette question et sera suivi d'un référendum qui sera soumis aux Français, pour savoir quelle sera la politique nationale vis-à-vis du nucléaire. Poursuivre et accentuer la réhabilitation des bâtiments anciens pour économiser l'énergie. Privilégier la production nationale pour réduire les transports sur de très longues distances. Pourquoi acheter en Chine pour ne pas produire en France? Privilégier la consommation de produits locaux, ce qui entraîne une plus faible consommation d'énergie en raison des circuits courts de distribution. Et aussi lutter contre l'obsolescence programmée, parce que construire des appareils qui tombent en panne 3 ans après, c'est en reconstruire de nouveau, c'est consommer de l'énergie. Il y a une loi déjà, elle existe. Oui, mais est-ce qu'il y a des décrets de loi? C'est autre chose. Est-ce qu'elle est contrôlée, mise en application? Moi, ça en tout cas, c'est un souhait de l'UPR de renforcer cet aspect des choses. Et au niveau aménagement du territoire, on souhaite abroger la loi NOTRe, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, relative au regroupement des communes, pour affirmer l'importance de la commune et de son équipe municipale pour la gestion de la vie communale et de son territoire, en redonnant aux communes la dotation globale de fonctionnement de 2014. C'est-à-dire redonner aux communes les moyens de gérer le territoire. Parce que petit à petit, il n'y aura plus de chemins ruraux, les gens ne pourront plus aller faire de randonnée, parce que lorsqu'on laisse faire la végétation, elle redevient vite luxuriante. Et il faut protéger également les terres arables de la pression foncière. Ne garder les terres arables pour la culture et ne pas mettre des zones artisanales ou industrielles dessus. J'ai fini l'aspect environnement, donc je passe à l'aspect agriculture. Alors, un petit constat. On constate une forte baisse du nombre d'agriculteurs. Ils sont passés de 4 millions dans les années 60 à 400 000 aujourd'hui. L'article 39 du traité européen demande d'accroître sans cesse la productivité, ce qui implique le recours intensif à l'agrochimie et donc à l'appauvrissement des sols et à une mauvaise qualité des aliments. L'Europe encourage la concurrence sauvage entre pays de l'Union européenne et les pays tiers qui n'ont pas les mêmes normes sociales et environnementales. Concurrence qui ne pourra que s'aggraver avec les traités CETA et TAFTA. Une petite incidence de l'appartenance à l'OTAN qui nous a conduit à cesser nos exportations à destination de la Russie. Ce n'est pas la France qui a décidé, elle a été imposée par notre alliance. Et ce qui a pénalisé beaucoup d'agriculteurs, en particulier les producteurs de porc et de fruits. Notre
appartenance à l'Union européenne nous interdit de taxer à l'importation des denrées alimentaires qui seraient produites dans des pays aux normes sociales et sanitaires très inférieures aux nôtres. Donc on ne peut pas protéger les agriculteurs. Notre appartenance à l'UE nous interdit de contrôler les achats de terres et les fleurons de notre patrimoine, comme les châteaux du Bordelais, par des étrangers. Il nous est interdit d'interdire la production de céréales OGM. Suite au moratoire sur un OGM Monsanto, la France a été condamnée à verser une amende de 10 millions d'euros. Parce que ça n'était pas dans le cadre des traités européens. Alors les propositions de l'UPR, alors c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors la PAC deviendrait la PAF ou la PAN. Ces modalités seraient alors directement négociées entre les organisations syndicales agricoles et le gouvernement. Bon là, le financement, il est français, parce qu'aujourd'hui, on verse à l'Europe 23 milliards d'euros, on en récupère 14. Dans ces 14, il y a la PAC, plus les FEDER, plus des subventions à des recherches, etc. etc. Donc l'argent est français. Bon, aujourd'hui, on l'affûte de petits drapeaux avec des étoiles jaunes, et bien maintenant, ça reviendrait avec du bleu, blanc, rouge. Donc, les propositions, la PAC. La sortie de l'Europe permettra de mettre en place une taxe sociale et environnementale sur les productions importées ayant des standards écologiques et sociaux moins exigeants que les nôtres. Bon, si des produits qui sont fabriqués par des gens qui gagnent qui ont un SMIC à 200 euros, donc et qui n'ont pas de contraintes environnementales, c'est forcément, ils sortent des produits moins chers que nos agriculteurs qui ont des produits de qualité avec des normes exigeantes. La dévaluation du franc de l'ordre de 10% par rapport à l'euro entraînera automatiquement une baisse des prix à l'exportation, donc un accroissement de la demande. Certainement, les importations coûteront plus cher, mais la balance sera positive. Garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente des productions. Revaloriser les retraites des agriculteurs qui sont majoritairement sous le seuil de pauvreté. Elles sont d'environ 800 euros par mois. Aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Actuellement, environ 70 par an dans le Puy-de-Dôme. En particulier, vers la culture de produits bio pour donner aux Français une nourriture de qualité. Développer les produits bio, c'est un moyen de préserver la biodiversité, c'est contribuer à réduire le coût des traitements de l'eau, c'est contribuer à la préservation de la qualité des sols. Comme autre proposition, il y a également la libération du commerce des semences anciennes, et encourager les consommateurs à changer leurs habitudes en acceptant d'acheter des produits mal calibrés mais préservant la santé et l'environnement. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup Bernard. Alors très rapidement, je vais vous dire maintenant ce qu'on appelle la démocratie à l'Union populaire républicaine. La démocratie, c'est pas seulement le fait de voter une fois tous les 5 ans, c'est certainement pas ça. La sécurité sociale, c'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir a des effets. Le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir qu'a le peuple de dire non. Nous nous aidons mutuellement pour que chacun ait une santé correcte. Le pouvoir du peuple, c'est la retraite. C'est les Français qui se mettent ensemble et qui prennent le pouvoir pour dire non, nous n'allons pas abandonner les personnes âgées. Le pouvoir du peuple, c'est aussi EDF, GDF, La Poste, les sociétés d'autoroutes, les sociétés d'adduction d'eau publiques et inscrites dans la Constitution. Parce que c'est le peuple qui dit non. Ces biens nous appartiennent, ce sont des monopoles d'État, ce n'est pas normal que quelques grands féodaux profitent de ces monopoles d'État. Là où il y a concurrence, 2 artisans veulent vous fabriquer une maison, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas mettre 2 centrales nucléaires à côté, une qui s'appellera Veolia et l'autre qui s'appellera Bouygues, pour vous apporter la même électricité. Nous avons aussi, il ne sera pas possible de prendre 2 robinets, un Bouygues et un Goldman Sachs. Il ne sera pas possible non plus de vous mettre 2 autoroutes l'une à côté de l'autre, une à 1,30 € et l'autre à 1,25 €. Ce sont des monopoles d'État et ça doit rester public parce que ça nous appartient, ça appartient au peuple français. C'est ça la démocratie, c'est pas seulement choisir qui sera le futur président, surtout lorsque ce sont les puissances médiatiques qui nous disent qui le sera et pour qui il faut qu'on vote. La démocratie, c'est aussi
arrêter de faire en sorte que nos députés se moquent de nous, qu'ils travaillent un peu, qu'ils viennent à l'Assemblée nationale une fois de temps en temps, ça ne nous fera pas de mal. Donc à chaque fois qu'une loi sera votée, nous voudrons un quorum de 60% des députés. On ne vote pas une loi quand on est 8, entre copains et coquins. C'est hors de question. Les députés sont 577, on en veut au moins 60% pour voter une loi. C'est quoi ces affaires ? Ensuite, le retour de la démocratie, c'est le référendum d'initiative populaire, nous l'avons dit. Depuis quand le peuple ne peut pas choisir ses propres lois en France ? Eh bien en fait, depuis la Révolution française. Ça veut dire que depuis la Révolution française, les élus ne voulaient guère que nous puissions prendre le pouvoir et avoir voix au chapitre. La démocratie, c'est aussi en matière pure et simple et formelle, choisir des représentants dignes de nous. Choisir des représentants dignes de nous, c'est aussi choisir ce qui se passe à la télévision et dans les radios et dans les journaux. C'est-à-dire que nous allons changer le CSA pour que ce CSA ait un pouvoir contraignant sur les grands milliardaires qui tiennent nos journaux, mais surtout nos télés et nos radios, surtout nos télés en fin de compte. Et ces grands milliardaires... Va boire un verre d'eau. Ce CSA aura un pouvoir contraignant. Un pouvoir contraignant, c'est très simple. Il demandera au peuple, qu'est-ce que vous voulez ? Qui voulez-vous ? Monsieur Asselineau ou Monsieur Attali ? Parce que nous avons eu Monsieur Attali lundi, nous avons eu Monsieur Attali mardi, mercredi nous avions Monsieur Henri Lévy, jeudi nous avions Monsieur Manque. Vous avez envie de Monsieur Attali ou de Monsieur Manque ? Monsieur Asselineau. Non, il n'est pas dans notre sondage. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que dans les sondages, au départ, on ne pouvait pas choisir François Asselineau. Ça aussi, les sondages qui produisent c'est des Nostradamus, ou peut-être c'est le contraire. Ils influent particulièrement sur les votes, nous le savons tous. C'est ça la démocratie au niveau de ces grands axes. Un casier judiciaire vierge pour tous les élus. Le refus des cumuls des mandats, le refus des conflits d'intérêts, interdire tout ça. Et en dernière instance, rétablir le crime de haute trahison. Le crime de haute trahison, c'est quoi ? C'est choisir la mission la plus sacrée qui existe en France, c'est-à-dire représenter le peuple français pour détourner la volonté populaire, favoriser des puissances d'argent, des puissances étrangères ou des puissances privées, dans un but qui est absolument contraire à l'intérêt du peuple. Voilà ce qu'il se passe en France depuis bien trop longtemps, ça s'appelle Union européenne. Nous ne voulons sortir de l'Union européenne certainement pas parce que nous sommes xénophobes, refermés sur nous-mêmes. Nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous voulons rétablir la démocratie et la France telle que nous l'avons aimée. Nous voulons rassembler les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite, sur ce principe de bon sens. Si les Français comprenaient vraiment que ce bon sens ne peut exister que si nous nous rassemblons tous pour appliquer l'article 50, je pense que l'Union européenne tomberait dans les 5 prochaines années et nous n'aurions même pas à attendre 2022. Je vous remercie.